J'espère que vous allez bien, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, en ce 16 avril 2020. Alors, dans cette vidéo, nous allons dire quelques mots sur l'allocution d'Emmanuel Macron du 13 avril dernier, et on va essayer de mettre l'accent également sur la précision horlogère de nos dirigeants et communicants dans la poursuite de leur agenda. Donc, vous allez voir, c'est un rapport avec le Capricorne, hein. Vous savez que le Capricorne est valorisé cette année. Donc, vous allez voir que le choix des dates et même de l'heure de leur prise de parole publique à la télévision et surtout, les décisions politiques qui en découlent sont synchronisées avec l'horloge céleste, mais aussi les vibrations cosmiques des nombres. Et tout ceci, bien sûr, afin de faire réussir leurs objectifs et leurs projets. Cette précision, cela ne vous a pas échappé, se retrouve depuis le début de cette crise sanitaire jusque dans le décompte journalier et même heure par heure des décès qui rythment notre vie, un petit peu comme le ferait un sablier. Ce décompte mortifère, précis et inédit me fait un petit peu penser à une espèce de téléthon inversé dont l'impact psychologique sur l'opinion publique française et mondiale est plus dévastateur que l'épidémie de coronavirus elle-même. Cette comparaison avec un téléthon inversé peut paraître exagérée ou choquer ceux qui m'écoutent. Et pourtant, lorsque vous regardez dans le détail, vous vous apercevrez que ce décompte macabre des médias, si on l'associe à la diffusion d'images chocs où on voit le personnel soignant se débattre et être finalement autant en détresse que les malades qui sont censés prendre en charge, donc là, on voit que c'est bien sûr dû à un manque de moyens, mais ça, c'est pas nouveau, puisque c'était déjà le cas les années précédentes lors des grippes saisonnières, mais qu'il n'y avait pas la caméra qui était braquée, justement pour sensibiliser l'opinion publique. Et lorsque vous voyez là aussi encore les témoignages bouleversants de familles de malades, donc tout ça mis bout à bout, on a juste derrière des appels aux dons, hein, des appels à la générosité, notamment qui sont lancés par les corporations, des personnels soignants et différentes associations. Alors, il y a même d'ailleurs certaines personnes qui ont devancé cet appel hein, pour faire acte de générosité. J'ai même dans ma famille une personne qui a été réquisitionnée. Vous savez que le décret permet de réquisitionner les biens et les personnes. Et donc cette personne-là était à la retraite, elle était infirmière, elle a été réquisitionnée pour venir prêter main forte. Alors c'est vrai que tout ça, on peut se dire, bah, c'est magnifique cet élan de solidarité et de générosité en pareilles circonstances. On peut aussi, en revanche, se dire, quand on regarde les chiffres qui sont truqués, et là je vous renvoie aux précédentes chroniques, mais on va en dire encore davantage hein, dans celle-ci, et si on l'associe à toute cette mise en scène médiatique, qui joue énormément sur les émotions, que le gouvernement et les médias ne manquent pas de toupet de faire encore appel à la générosité collective quand nous payons tant d'impôts, justement, hein, pour faire en sorte que le service public de santé soit digne de ce nom-là dans notre pays. Mais vous savez très bien que cet argent a été capté et vampirisé par ces ogres de la finance et que ce gouvernement, mais aussi les précédents, n'ont cessé de réduire les moyens. Et ils ont dit d'ailleurs, hein, récemment, vous avez entendu Emmanuel Macron, lorsqu'on lui a demandé plus de moyens, il n'y a pas d'argent magique pour l'hôpital. Finalement, il y en a pour les marchés boursiers. Donc ça, on a pu le voir dans nos chroniques précédentes, notamment l'année dernière. Vous avez vu cet économiste qui parlait d'opium distribué au marché sous le cycle Jupiter-Neptune, donc un opium, donc c'est-à-dire que c'est fait aussi pour maintenir le système financier sous assistance respiratoire, hein, sous perfusion, donc jusqu'à justement cet agenda où là, ce coronavirus, donc on l'a expliqué précédemment, est venu justement créer, provoquer cette tempête, cette panique à la fois sanitaire, et c'est une panique après qui forcément s'est répercutée sur le domaine financier. Donc on a bien eu Emmanuel Macron qui ne voulait pas, vous voyez, donner de l'argent en disant il n'y a pas d'argent magique. Or, il y en avait sur les marchés boursiers. Et en ce moment même, alors même que l'économie est à l'arrêt, on a bien encore une fois un bond spectaculaire des marchés boursiers. Vous voyez ce décalage. Donc ça veut dire que derrière, il y en a qui se gavent. Donc vous verrez, je vous diffuserai une vidéo qui vous explique tout ça très bien. Donc c'est vrai qu'on peut se dire là, la générosité c'est très bien, et la solidarité également, hein, c'est magnifique, ce sont des valeurs qui manquent parfois, mais dans ce cas d'espèce, on serait plutôt dans la manipulation des émotions pour extorquer des fonds et de multiples façons. Alors cette manœuvre n'est rien à côté de ce qui se prépare, puisque les banksters s'apprêtent à rançonner et détrousser les Français, surtout les classes moyennes, et vous allez le voir, pas qu'un petit peu. S'il ne faut bien entendu pas minimiser la maladie et les victimes, qui sont bien réelles, cette apparente précision dans le décompte des victimes due au seul coronavirus est en réalité un peu comme l'arbre qui est là pour cacher la forêt d'une vérité qui est tout autre. C'est un sujet qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises hein, sur la chaîne, notamment lorsque nous avons parlé de réalité alternative et de nouvelles réalités. Mais y revenir ne me paraît pas inutile, d'autant que depuis nos dernières prises de parole, il y a de nombreux intervenants de qualité et qualifiés pour s'exprimer sur un sujet médical aussi pointu, qui viennent finalement confirmer nos intuitions, décryptage et interprétation des cartes du ciel présentées sur la chaîne depuis le début de la crise sanitaire.
D'autres vidéos seront publiées dans la foulée de celle-ci pour revenir sur les subtilités et les causes profondes du déclenchement de cette épidémie qui a été orchestrée, qui est bien sûr entretenue, agrémentée par les médias mainstream en France et dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a parlé de pandémie médiatique. Et vous verrez qu'il y a un professeur de renom qui a une stature internationale, donc qui est indépendant, contrairement malheureusement aux fameux professeurs et aux médecins des plateaux de télévision qui ont des accointances avec les laboratoires, qui a employé exactement cette même terminologie, qui a employé cette sémantique de pandémie médiatique. Alors nous avons également déjà dit dans nos précédentes interventions que cette épidémie, cette soi-disant pandémie, était destinée à camoufler une autre pandémie, cette fois-ci bien réelle, c'est la pandémie technologique, qui est en rapport avec le déploiement de la 5G. Et puis également, cette épidémie est faite pour déclencher, sans l'air d'y toucher, une panique boursière. C'est-à-dire qu'on a cette crise sanitaire qui est là pour masquer une crise financière carabinée qui fomentait depuis des années. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a suivi de très très près au travers de nos chroniques. On savait qu'à un moment donné, il y allait avoir ce déclenchement, mais il fallait bien sûr trouver un alibi. Et l'alibi tout trouvé, c'était justement cette épidémie, cet ennemi invisible sur lequel on peut mettre sur le dos finalement tous les maux de notre société et tous je dirais les vices cachés de ce système financier, ce véritable Ponzi planétaire qui a été fabriqué depuis 50 ans, dont les pourvoyeurs connaissaient la date de péremption, un petit peu comme quand vous fabriquez un yaourt, un fabricant de yaourt, il sait quand est-ce que le yaourt va avoir sa date de péremption qui va arriver, et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il fallait déclencher cette crise donc sanitaire pour provoquer cette chute des cours de bourse, cette dégringolade, au moment opportun, et ce n'était pas le cas avant. C'est pour ça que normalement, j'avais bien expliqué dans les précédentes chroniques qu'on aurait dû avoir donc cette crise financière, cette dégringolade, ce krach boursier dont on parle depuis un petit moment. Moi, ça fait depuis 2015. Donc j'avais regardé dès 2014 donc, les cartes du ciel, et j'avais vu en fait qu'il y avait des similitudes astrales avec des cycles faux jumeaux à 1929. Mais en réalité, vous avez eu les banquiers centraux qui ont triché, avec notamment l'avènement du cycle Jupiter-Neptune, Jupiter en Vierge, donc en 2015, autour du mois d'août 2015, et vous verrez en synchronicité, on a eu Mario Draghi d'ailleurs du signe de la Vierge, donc vous voyez Jupiter en Vierge, Mario Draghi, qui a commencé à diffuser, à inonder les marchés d'océans de billets, de la fausse monnaie en fait, tout simplement. Il a fait fonctionner la planche à billets à ce moment-là. Donc Jupiter, vous voyez, le banquier, Neptune, vous voyez, là on parle bien d'océan. Et puis on a eu encore une fois, vous voyez, sur l'année 2019, donc ça on l'a bien noté, avec ce retour de ce cycle Jupiter-Neptune, cette fois-ci Jupiter en Sagittaire et Neptune en Poisson. Donc là c'était encore pire. Vous voyez, sur l'année 2019, ça n'a pas arrêté. D'ailleurs, il y a eu sans arrêt, on a eu la crise du repo, donc ça, on a suivi tout ça à la trace. Donc on savait très bien qu'à un moment donné, ça allait craquer, ça allait pas rester comme ça longtemps, c'est-à-dire sans arrêt d'inonder les marchés. Mais il fallait trouver, vous voyez, là, ils ont trouvé le subterfuge. Et franchement, ça marche très bien, puisque la femme et l'homme de la rue, qui n'a pas suivi justement toutes ces subtilités financières, qui est complètement éloigné de tout ça, toutes ces techniques, eh ben, forcément, lui, il se dit, bah, c'est à cause du coronavirus qui a tout ça. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. C'est juste une épingle qui est venue crever un ballon qui était déjà un ballon de baudruche qui était en train de gonfler. Je pense que vous vous rendez compte au fur et à mesure que ce coronavirus est multidirectionnel, qu'il attaque plusieurs cibles en même temps, qu'il atteint plusieurs cibles en même temps. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez un sniper embusqué. Donc le sniper, on peut dire que c'est Pluton, Pluton alias Hadès, le maître des enfers et des mondes souterrains, qui est aussi Pluton associé à la plutocratie, donc c'est-à-dire cette finance cachée dont parlait François Hollande, qui gouverne, qui est cachée, etc. On en a parlé plusieurs fois. Mais c'est aussi la planète de la mort, finalement. Et on retrouve bien Hadès, d'ailleurs, dans la mythologie grecque, on avait ce casque, donc le casque qui lui permettait de se rendre invisible et qui permet d'attaquer sans être vu, et donc qui est capable aussi, en Capricorne, d'être fin stratège et de pouvoir atteindre des cibles de manière très précise, de manière chirurgicale. Donc vous voyez, là, on retrouve bien la chirurgie, on retrouve bien la minutie du Capricorne. D'ailleurs, dans les années passées, dans les années 90, on avait les transsaturniennes qui s'étaient retrouvées en Capricorne au moment de la guerre du Golfe, et on avait parlé d'attaque chirurgicale, si vous vous souvenez, alors qu'en réalité, c'était des bombes qui faisaient un véritable carnage donc auprès des innocents. Donc on légitimait une guerre en vendant
à l'opinion publique une guerre qui était entre guillemets propre, une guerre démocratique, une guerre sobre, donc comme le Capricorne, donc chirurgicale, voilà, alors qu'en réalité, donc la chirurgie, là on voit bien que c'est une novlangue, hein. D'ailleurs ça a été décrypté tout ça par les guignols de l'info à l'époque. C'était sous forme d'humour par le biais de l'effigie de Stallone qui représentait le nouvel ordre mondial, hein, World Company, hein. Et donc il expliquait ça très bien, comment on vous vend finalement une guerre. Donc là c'est un peu, toute proportion gardée, je faisais cette parallèle-là pour vous dire qu'il y a cette précision-là, donc qui permet d'atteindre plusieurs cibles et qui permet justement de contrôler les peuples. Donc là on retrouve bien le contrôle du Capricorne par la peur, Saturne, donc alias le grand maléfique, hein, par les anciens, qui est là pour faucher principalement, vous voyez, de manière ciblée plutôt dans un premier temps les personnes âgées ou les personnes qui ont une déficience immunitaire ou plutôt les personnes en fin de vie. Et donc on voit avec tout ça, donc tout ça bien entendu est bien vendu au travers des médias via Saturne qui est maître du Capricorne mais qu'on retrouve en Verseau et qui est en dissonance avec Uranus. Donc Saturne, principe de réalité, on retrouve cette réalité inversée avec Uranus, Uranus, planète des médias, qui est confiné dans le signe du Taureau, le signe du Taureau qui contrôle les médias. Donc là, je vous renvoie à ce qu'on a dit précédemment, Uranus en Taureau comme dans les années 34-41. Donc c'était l'époque de la propagande, quoi. Donc voilà, donc on fait la propagande, donc tout est inversé. Donc voilà, pour vous vendre tout ça, et puis pour que les gens renoncent à leur liberté, et puis pour qu'on puisse ensuite, pour que ces banksters, hein, puissent détrousser les gens. Et en plus, tout est mis en œuvre. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous aviez des... on était entre guillemets, hein, vous allez voir l'image que je vais employer, c'est assez fort, mais c'est comme si on était en otage finalement, on était séquestré et que derrière vous avez ces banksters qui réclament une rançon. Et là on retrouve bien Jupiter-Pluton. Jupiter c'est la bande organisée et Pluton c'est la mafia. Donc la mafia bande organisée, c'est-à-dire la mafia mondialiste et financière, la mafia financière, voilà, qui finalement est là pour, vous voyez, nous mettre la pression pour qu'après on accepte de notre plein gré, bon gré mal gré, ce vaccin empoisonné qui va éradiquer tout doucement mais sûrement, de manière, comment dirais-je, civilisée, entre guillemets, vous voyez, tout doucement, à la manière Capricorne, lentement, puisque le Capricorne est réputé pour sa lenteur et pour répandre ça au fur et à mesure, donc par le biais justement de ce vaccin, donc qui nous sera, s'il ne nous est pas imposé, bien sûr, et qui sera doté d'une puce biométrique, hein, justement. Et cette puce biométrique, là, on peut le retrouver également avec Saturne. Donc Saturne qui pourrait représenter, vous voyez, le côté chirurgical, la seringue, finalement, et la finesse, puisque le Capricorne est réputé pour sa finesse. D'ailleurs, les Capricornes, en général, sont plutôt longilines et sont plutôt émaciés, hein. Si vous prenez le Capricorne, vous prenez par exemple Françoise Hardy, vous voyez un peu le physique qu'elle a. Donc c'est un peu ça, c'est la finesse. Donc on retrouve bien la finesse là, comme l'aiguille. Et puis vous avez Uranus, donc qui symbolise bien le caractère biométrique, les nouvelles technologies. Uranus, hein, la planète des nouvelles technologies, donc qui sera implantée dans la peau. Et là on retrouve bien, vous voyez, dans le vivant. Et là on retrouve bien le taureau. Vous voyez, Uranus en taureau. Donc voilà, c'est un petit peu malheureusement, hein, le projet donc qui fomente en ce moment, et je vais vous diffuser tout à l'heure d'autres vidéos, hein, qui parlent de ce thème-là, donc qui est effectivement extrêmement anxiogène. Il y a quand même 36 millions de personnes, hein, qui ont écouté l'allocution d'Emmanuel Macron qui nous a été servie sous forme de calinothérapie ce lundi 13 avril à 20h02 tapante. Même si les chiffres qui nous sont délivrés sont toujours à prendre avec beaucoup de précautions, on peut très bien supposer qu'il y avait une majorité de Français qui s'étaient rassemblés devant leur poste de télévision, surtout pour connaître la date du déconfinement. Alors même si l'affaire était entendue, que nous allions encore jouer les prolongations à domicile et que le déconfinement n'était pas encore à l'ordre du jour, surtout au regard de l'avalanche des articles alarmistes, hein, qui se sont abattus les dernières 24 heures et 48 heures avant l'allocution sur l'évolution de la situation sanitaire et sur le Covid-19, où on nous expliquait bien que c'était encore catastrophique et qu'il y avait déjà des articles, hein, qui pointaient dans cette direction qu'il n'était pas encore l'heure de se déconfiner. Donc là, on a bien travaillé l'opinion publique, hein, justement pour préparer l'allocution d'Emmanuel Macron. Alors beaucoup forcément avaient quand même à cœur d'écouter donc cette intervention élyséenne, et la date du 11 mai a été annoncée comme un objectif, hein, justement par le locataire de l'Élysée. Et nous allons pas forcément commenter, on essaiera peut-être de le faire
prochainement de rentrer un petit peu plus dans le détail, hein, pour voir aussi, pour essayer de se projeter un petit peu plus loin dans le temps. Mais il est très intéressant en revanche de noter cette précision du timing, hein, 20h02, finalement qui est un horaire miroir qui renvoie à cette année 2020. Et c'est vrai qu'on a pu remarquer que très souvent Emmanuel Macron, depuis qu'il est assis sur le trône élyséen, donc ses prises de parole sont souvent calibrées à la minute près, surtout en temps de crise, hein. On a pu le voir notamment lors de la crise des Gilets jaunes, au plus fort de la crise des Gilets jaunes. On a vu qu'à un moment donné, il était assis, si vous vous souvenez, il était blême, il était blanc comme un cachet d'aspirine, hein. Il nous jouait Louis XVI perdu dans son propre pays, et puis il avait les mains sur le bureau. Et l'intervention a duré 13 minutes 13, hein. Vous vérifierez, mais ça a duré vraiment, c'était calibré. Et c'est souvent comme ça. Alors on sait que dans les hautes sphères, hein, de la plutocratie, ces gens-là pratiquent la numérologie, à l'instar d'ailleurs de Christine Lagarde qui a souvent parlé du chiffre 7. Alors la prise de parole d'Emmanuel Macron, qui est Sagittaire ascendant Capricorne, s'est produite sous une lune en Capricorne, donc qui est un signe justement réputé pour sa précision, sa minutie et sa grande ponctualité. Alors le 10e signe du zodiaque, maîtrisé par Saturne, vous le savez, alias Chronos dans la mythologie grecque, le maître du temps, est bien réputé justement pour son exactitude. Alors cela vous en dit long sur la minutie et le sens du détail que nos crânes d'œufs portent à leur plan. Alors là, on a bien le sens du calcul, la stratégie qui est typique justement du Capricorne, qui est agrémenté par ce duo, ce tandem de choc Jupiter-Pluton en Capricorne. Ce cycle Jupiter-Pluton avec Jupiter en exil dans le signe du Capricorne nous parle bien d'une domination et d'un contrôle total et absolu dans les moindres recoins de nos structures institutionnelles, politiques, financières, scientifiques, sociales et médiatiques. Si on ajoute en plus Uranus qui est en Taureau, donc qui est un autre signe de terre, donc Uranus, vous savez, c'est la planète des médias, donc on retrouve bien Saturne qui est le maître du Capricorne, qui contrôle, qui inverse la perspective justement de la réalité via les médias, puisque Saturne c'est le principe de réalité. Donc ce cycle saturno-uranien vient inverser complètement les choses, mais de manière très précise finalement. C'est pour ça qu'il y a ce décompte, donc il donne une vision tronquée de la réalité. Donc là vous avez rien qui est laissé au hasard justement. Donc tout est programmé, pensé et calibré pour atteindre l'efficience. D'ailleurs la date du 11 mai n'a pas été choisie au hasard, puisqu'on retrouve ce jour-là une lune en Capricorne, exactement comme au moment de la prise de parole d'Emmanuel Macron, ce 13 avril 2020, où la Lune était également en Capricorne, qui vient valoriser, vous voyez, donc cette position, donc tous ces mastodontes qui sont réunis dans le signe du Capricorne. Et d'ailleurs, si vous établissez la carte du ciel de ce 11 mai, donc vous verrez bien sûr Saturne qui commence à rétrograder, et vous voyez également donc ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'il y a la Lune qui est à 13 degrés également, 49. Donc là, on retrouve bien le chiffre 13. Alors, c'est vrai que ce 11 mai correspond à quelques heures près à ce que nous avions annoncé dans nos chroniques, hein. Vous avez été nombreux d'ailleurs à vous en souvenir, qu'on avait évoqué plusieurs fois le 12 mai, qui correspond au début de la rétrogradation de Saturne. Saturne, limitation, en Verseau, signe des libertés. Donc nous avions expliqué que c'était à partir de cette date-là que l'étau pourrait se desserrer et que l'on pourrait entreapercevoir un début d'espoir de recul de la maladie. Nous avions recoupé cette date, si vous vous en souvenez, avec la date d'anniversaire du 12 mai des 200 ans de Florence Nightingale. Vous savez, la fameuse infirmière que l'on retrouvait dans le message cryptique de la couverture de The Economist 2020, qui s'était dévouée pour soigner ses compatriotes atteints d'une épidémie de grippe à l'époque, hein, en 1837. Alors là, vous avez une chronique, hein, en rapport avec ce sujet-là, si ça vous intéresse. Alors cette date se corrobore avec celle également du jeune astrologue indien qui a parlé d'un recul du 12 mai, un recul de l'épidémie du 12 mai. C'est un jeune astrologue qui avait d'ailleurs prévu le début de cette épidémie, hein. Et puis vous avez également ces informations-là qui se recoupent avec les décryptages de Nostradamus qui nous parviennent par le biais de Yves, que je salue au passage, qui est en contact avec Patrick Bouvier, qui fait ce travail délicat. Donc on voit bien en effet, et là je vais vous diffuser justement une série de vidéos, et notamment une interview du professeur Raoult du 14 avril, donc il vous explique bien que cette maladie infectieuse est en train de disparaître progressivement. Donc là on retrouve bien justement cette maladie qui est en train de décliner. Professeur Didier Raoult, quelle est l'évolution de l'épidémie actuellement? Quelle est sa place dans l'histoire des crises sanitaires? Alors, l'évolution de l'épidémie, comme vous la verrez, pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement. Donc, on avait au maximum, au pic, on a eu jusqu'à 368 cas nouveaux par jour. Et là, actuellement, on est plutôt dans la zone de 60-80 par jour. Donc, il y a une diminution très, très significative
du nombre de cas détectés, et encore plus significatif chez les gens qui viennent se faire détecter alors qu'ils sont asymptomatiques. Donc il est possible, c'est une des possibilités que j'avais évoquées parmi d'autres, hein, que l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines, il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges, mais qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. Donc c'est assez banal. Si on essaie de replacer ça dans le cadre des épidémies, des crises sanitaires, vous voyez, on peut mesurer les crises sanitaires avec ces images. Vous voyez les crises sanitaires d'été, vous vous rappelez la canicule de 2003, la canicule de 83 que j'ai vue, vous voyez que l'été, si vous surveillez au fur et à mesure, vous pouvez détecter les crises sanitaires très aisément. C'est une des propositions que j'avais fait quand j'avais fait un rapport au ministère de la Santé. Son cabinet, la DGS ne voulait pas en tenir compte, et malheureusement c'est ce qu'il faut faire, parce que ça permet de détecter les vraies crises sanitaires. Donc si on essaie de voir si actuellement la crise sanitaire a une incidence sur la mortalité en France, la réponse est non. Les crises sanitaires qui ont, pendant l'hiver, joué une différence significative sont en 97, 2000, 2009 et 2017, mais on est très loin actuellement, si on cumule, vous voyez, les mois de décembre à mars, de la crise sanitaire de 2017, où il y avait eu énormément de grippe H3N2. Il se trouve que cette année, il y a eu beaucoup moins de grippe et beaucoup moins de VRS, ce qui fait que l'augmentation de la mortalité liée à ce nouveau virus n'est pas visible significativement dans l'ensemble de la population. Bien entendu, il y a d'autres phénomènes, c'est multifactoriel, mais on ne peut pas dire, vous savez que j'ai horreur de prédire, mais quand même j'avais prédit que cette crise sanitaire ne modifierait pas l'espérance de vie des Français. C'est le cas, on fera les comptes, pas plus que d'ailleurs en Chine, 3000 ou 4000 morts ne modifient l'espérance de vie des 1,3 ou 4 milliards de Chinois dans l'année. C'est pas vrai. Donc c'est, encore une fois, c'est bien de faire face aux crises sanitaires, de les gérer. Il faut les gérer sans angoisse, sans inquiétude, en étant le plus professionnel possible, en gérant les choses au coup à coup, en essayant de diagnostiquer, isoler et traiter les malades pour éviter qu'il y ait plus de morts qu'ailleurs. Voilà. Et donc ça, c'est un point qui me paraît très important. Scénario du Corona. D'éminents spécialistes demandent la parole. Les mesures drastiques prises en Chine depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus provoquent la peur et même la panique chez de nombreuses personnes. Des faits au lieu de la panique, déclare à ce sujet l'émetteur radio FFH de Francfort en Allemagne. C'est aussi le but de cette émission. Elle ne veut nullement minimiser la dangerosité du coronavirus, mais permettre au contraire une discussion objective sur ce sujet et faire entendre la voix de spécialistes qu'il ne faudrait pas négliger. Parmi ceux-ci, il y a des personnalités reconnues et éminentes appartenant au domaine de l'immunologie, de la biologie humaine, de la virologie et de la protection civile, pour ne nommer que quelques-uns. Dans les semaines passées, CLA-TV a déjà publié les premiers avis de spécialistes sur ce sujet. Parmi eux, entre autres, le Dr Wolfgang Vodar et le Dr Klaus Köhnlein. Dans cette émission, on entendra d'autres voix qui remettent sérieusement en question le bien-fondé des mesures drastiques prises. Ce sont chaque fois des déclarations faites au cours d'interviews dignes d'intérêt. Les personnes intéressées trouveront les sources ci-dessous. Le professeur et docteur en médecine Zoukarit Bagdi est un spécialiste en microbiologie, ancien professeur de l'université Gutenberg de Mayence et directeur de l'Institut de médecine microbiologique et d'hygiène. Le professeur Bagdi fait partie des chercheurs en médecine les plus cités en Allemagne. Dans une brève déclaration, il analyse les chiffres officiels sur les personnes infectées et sur les décès en Chine, en Italie et en Allemagne. Voyez dans l'interview en fin d'émission pourquoi il ne met pas en garde contre le Covid-19, mais contre les mesures qu'il considère comme grotesques et dangereuses. Pourtant, le professeur Dr Bagdi n'est pas le seul à faire ce constat dans le monde des spécialistes. Dr Bodo Schiffmann, directeur médical d'un centre interrégional pour les troubles de la fonction d'équilibre. Il n'y a aucune raison de paniquer et il n'y a aucune raison de paralyser toute l'économie mondiale et tout d'abord l'Allemagne. Ça, c'est menaçant. Cela va entraîner une vague d'insolvabilité si on ne réagit pas très vite. Ce sont des sommes d'argent incroyables qui sont perdues chaque jour.
Des existences et des emplois sont détruits. Cela provoque des déséquilibres sociaux. Petit à petit, de plus en plus de gens prennent conscience de ce problème. Ce ne sont plus seulement quelques médecins particuliers qui sont irrités par cette situation. Leur nombre augmente. Je reçois chaque jour des emails reconnaissants de médecins qui me demandent s'ils peuvent mettre des liens de mes vidéos sur leur site internet. Je suis consterné de constater combien ils sont nombreux à s'adresser à moi. La presse et Internet créent des scénarios horribles qui ont provoqué le chaos dans les hôpitaux, en Italie et en Chine. Et non le virus. Je me joins à mes confrères Vodag, Kuhnlein, Bagdi et je dis « Arrêtez de tester à tout va. Vous créez une épidémie de laboratoire. Ce n'est pas une épidémie réelle. » Le professeur Dr Stefan Okertz, immunologue et toxicologue. Le virus, à mon avis, a à peu près la même dangerosité que la grippe. Je suis d'accord là-dessus avec de nombreux médecins. On essaye de nous suggérer qu'il s'agirait d'Ebola, de la variole ou de la peste. Ce n'est pas le cas. C'est une infection qui évolue chez 90% de tous les contaminés avec de légers symptômes. Le professeur Okertz explique qu'en Italie, chaque année, 4500 à 7000 personnes meurent d'infections nosocomiales. Ce sont des infections que les patients contractent à l'hôpital. Ces chiffres montrent clairement que l'Italie a une hygiène hospitalière très mauvaise. Les personnes sont hospitalisées avec une pneumonie, ne meurent pas de la pneumonie, mais des germes hospitaliers. D'où le taux élevé de mortalité que l'on remarque en Italie. Encore une fois, ces personnes ne meurent pas du coronavirus, elles meurent avec le coronavirus. Je considère en tant que toxicologue ou comme quelqu'un qui est chargé d'évaluer les risques que ces mesures sont complètement disproportionnées. Ici, on détruit des existences. Angelo Borrelli, directeur de la protection civile italienne. La plupart des médias rapportent que l'Italie a jusqu'à 800 décès par jour dus au coronavirus. Angelo Borrelli a contesté cela au cours d'une conférence de presse. Il a insisté sur le fait qu'il s'agissait en réalité de décès avec présence de coronavirus et non par le coronavirus. En d'autres termes, ces personnes sont mortes et ont été testées en plus positives sans tenir compte des affections préexistantes, comorbidités, telles que le cancer ou le grand âge. Dr Jörg Brockmann, directeur du service d'urgence de la clinique universitaire d'Aachen. Il s'est exprimé en sa qualité de président d'un congrès pour médecins urgentistes et personnel sauveteur. Nous n'avons pas de situation médicale, nous avons une situation politique. Nous ne pouvons quand même pas nous occuper exclusivement de patients du Covid-19 qui, pour la plupart, présentent une évolution légère de la maladie. Professeur Yoram Lass, ancien ministre de la Santé israélien. Il explique que le nouveau coronavirus est moins dangereux que la grippe et que les couvre-feux tueraient plus de personnes que le virus. D'après le professeur Lass, les chiffres ne justifient aucune panique. On sait que l'Italie a une énorme morbidité due aux maladies des voies respiratoires qui est 3 fois plus élevée que dans le reste de l'Europe. Avant que vous regardiez l'interview du professeur Zoukarit Bagdi du 20 mars, nous conclurons par une déclaration du docteur Okertz. À la question de savoir ce qu'il souhaiterait de la part d'autres confrères et scientifiques, il répond ainsi. Je souhaite qu'ils me disent ce qu'ils me disent toujours dans les conversations personnelles sur mes réseaux. C'est tout à fait exagéré ce qui se passe actuellement. Nous ne comprenons pas les raisons de tout cela. Ces mesures causent des dommages collatéraux bien plus importants que la protection qu'elles apportent à la population. C'est ce que j'entends sans cesse sur mon réseau. Je n'entends jamais quelqu'un me dire que ce qui se passe est normal. Je n'ai pas jusqu'ici entendu un autre avis. Cela tient peut-être à mon réseau. Je connais de nombreux toxicologues. Je m'entretiens avec des immunologues et des médecins. Et sans cesse, j'entends dire « Les mesures comme par exemple le couvre-feu, c'est nettement exagéré. Et ça n'a plus rien à voir avec une évaluation des risques. » Un jour ou l'autre, on surmontera cette difficulté et alors les juristes reconsidéreront toutes ces questions
pour voir si les mesures étaient justifiées. Éléments. Il y a des pays qui ont commencé à étudier, bien évidemment, tout ce qui se passe au niveau du Covid. Donc la Corée du Sud, l'Islande, l'Allemagne, le Danemark. Et donc en fait, la létalité globale se situe dans la fourchette inférieure de 1000. Et donc jusqu'à 23 inférieure à celle initialement supposée par l'OMS. L'OMS, c'est une organisation qui est complètement dans les mains de Big Pharma, complètement. Donald Trump a vraiment raison de couper les vivres et de se barrer de l'OMS, qui n'ont fait que dire des conneries depuis le départ, et on continue à écouter ce que l'OMS dit, quoi. Dans ces pays, on a trouvé que 50 à 80% des individus testés positifs ne présentent aucun symptôme. Même parmi les personnes de 60 à 79 ans, environ 60% ne présentent aucun symptôme. Et certains présentent vraiment des symptômes bénins, comme un petit rhume. Donc quand j'entends des journalistes de TF1, France 2, BFM dire que seul, et notre président, et seul 10% de la population aurait été touchée par le virus, mais vous sortez où cette fake news? Ça, c'est une véritable fake news, quoi. Vous en savez strictement rien. Surtout en France, où on n'a testé personne, où on n'a même pas voulu tester les pauvres médecins qui travaillent en hôpital, quoi. Et vous sortez des chiffres. Voilà, ça, c'est une vraie fake news, bravo. L'âge médian des personnes décédées dans la plupart des pays, y compris l'Italie, est supérieur à 80 ans, et seulement 1% environ des personnes décédées n'avaient pas de maladie grave antérieure. Moi, ça fait longtemps que je vous le dis, 99,2% exactement en Italie. L'âge et le profil de risque de décès correspondent donc à une mortalité tout à fait normale. De nombreux reportages sur les sites fake news dont je vous parlais tout à l'heure montrent des jeunes qui sont morts du Covid. En fait, ensuite, quand on approfondit, beaucoup de ces personnes ne sont pas mortes du Covid, ces jeunes, mais à cause de graves conditions préalables, comme par exemple une leucémie qui n'avait jamais été diagnostiquée. La mortalité normale globale aux États-Unis est d'environ 8000 personnes par jour, d'habitude, 8000 personnes par jour. En Allemagne, c'est environ 2600 par jour. En Italie, environ 1800 par jour. La mortalité uniquement due à la grippe aux États-Unis peut atteindre 80 000, en Allemagne et en Italie jusqu'à 25 000, en Suisse jusqu'à 1500 personnes par hiver. Dans des pays comme l'Italie et l'Espagne, et dans une certaine mesure la Grande-Bretagne et les États-Unis, une grave surcharge d'hôpitaux, notamment due à la grippe, n'est pas inhabituelle, non plus en France. Je vous ai montré depuis le début de mes émissions des images 2017, 2019 en France où les hôpitaux étaient complètement surchargés, où il y avait ces brancards de personnes âgées atteintes de la grippe dans les couloirs. De plus, en ce moment, un phénomène qu'il n'y avait pas les autres années, il y a à peu près 15% de médecins et infirmiers qui sont au repos forcé, car on pense qu'ils ont le Covid, donc ils se mettent eux-mêmes en quarantaine. Ou alors ils l'ont, et donc ils doivent se mettre en quarantaine pour ne pas contaminer les autres. Et donc les pays qui n'ont pas verrouillé, qui n'ont pas confiné, qui n'ont pas interdit des contacts, comme le Japon, la Corée du Sud, la Suède, n'ont pas connu d'évolution plus négative que les autres pays. Donc ça pourra remettre en question l'efficacité de ces mesures. D'ailleurs, Didier Raoult a toujours dit que les pays où on a confiné le plus vite et le mieux, l'Espagne, l'Italie, la France, c'est là où il y a le plus de cas, de morts. Je vous présente des tableaux souvent, vous pouvez les voir, Worldmeter, coronavirus, il n'y a pas photo. Donc en plus, de nombreux experts, mais qui ne peuvent pas passer à la télé qui est tenue par Big Pharma, mais des experts quand même de renommée internationale dans le domaine de la virologie, de l'immunologie, de l'épidémiologie, considèrent les mesures prises comme contre-productives et recommandent une vaccination naturelle, rapide de la population générale, tout en protégeant bien sûr les groupes à risque, les personnes qui ont des pathologies, les personnes âgées. On ne tient pas compte des problèmes psychologiques qu'engendre le confinement, les violences domestiques. Il a explosé aux États-Unis, il explose en France. Plusieurs experts estiment que ces mesures pourraient faire plus de morts que le virus lui-même. Le dénonciateur de la NSA, Edward Snowden, a averti que la crise du corona est
utilisé pour l'expansion massive et permanente de la surveillance mondiale, le célèbre virologue Pablo Goldschmidt a parlé de terreur médiatique mondiale et de mesures totalitaires. Enfin, le célèbre professeur de virologie britannique John Oxford a parlé d'une épidémie médiatique. Alors vous allez dire, oh, bah attends, quand même, une épidémie médiatique, Sylvano, comment tu y vas? Ouais, mais moi, j'ai jamais remis en cause la pandémie. Je vous ai toujours dit, j'ai des hôpitaux, je vois ce qui se passe. Hein. Je vous ai toujours dit, expliqué aussi, c'est que on ne peut pas, pendant des années, réduire le nombre, chaque année, de places à l'hôpital, réduire le nombre de places en réanimation, et après s'étonner de ce qui se passe. Hein. Je vous ai aussi donné souvent l'exemple de la Calabre, cette région italienne qui a 2 millions d'habitants, qui a 150 lits en réanimation, qui en a 50% qui sont occupés en temps normal. Et imaginez, ne serait-ce que 5% de la population atteinte du virus qui arrive là-bas, quoi. C'est juste hallucinant. Donc, qu'est-ce qui se passe en France? Regardons, par exemple, parce que là, on n'a pas encore les chiffres d'avril, mais en mars. Voilà. Nombre de décès en France au 30 mars 2020. Ah ben, c'est simple. Au 1er mars, en France, 1757 personnes sont mortes en 2020. En 2019, 1872. En 2018, 2136. Et donc après, on peut prendre tous les chiffres. Ben, vous voyez, le 2 mars de cette année, il y a toujours eu moins de morts en France qu'en 2019 et en 2018. Le 3 mars aussi. Le 4 mars aussi. Le 5 mars aussi. Le 6 mars aussi. Le 7 mars aussi. Le 8 mars aussi. Le 9 également. Le 10 également. Le 11 également. Le 12 également. Le 13 également. Le 14 également. Et même le 14, regardez, il y avait 29 000 morts en 2018, il n'y en a plus que 24 000 en 2020. Le 15 également. Le 16 également. Le 30, ah, il est un tout petit peu supérieur à 2019, mais bien inférieur à 2018. Le 18, un tout petit peu supérieur à 2019, mais inférieur à 2018. Le 19, toujours pareil. Le 20, pareil. Le 21, pareil. Le 22, pareil. Le 23, pareil. Le 24, pareil. Le 25, idem. Le 26, idem. Le 27, idem. Le 28, idem. Le 29, idem. Et le 30, idem. On peut dire que sur la moitié du mois, on a eu moins de morts en France qu'en 2019 et 2018. Et sur l'autre moitié du mois, on a eu un peu plus de morts qu'en 2019, mais toujours moins qu'en 2018. Alors, pourquoi les autres années, on n'a pas confiné? Je ne comprends pas. Pourquoi là, on confine? Donc, on va se dire, mais aussi, ce que je vous raconte aussi depuis longtemps dans cette émission, elle est où la pandémie de grippe cette année? Parce que la grippe a disparu. Ben, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Ils l'ont supprimé. Regardez ça. Ça, c'est le réseau Sentinelle, surveillance de la grippe. Regardez. Au 18 mars environ, il n'y a plus. Il y avait, en moyenne, avant la suppression, environ 12 cas de grippe pour 100 000 habitants. 12 cas de grippe pour 100 000 habitants. Et après, ils ont décidé d'arrêter de surveiller la grippe et c'est fini. Donc ça voulait dire quoi, 12 pour 100 000 habitants? Et bien, ça veut dire que si vous prenez la population française, 66 millions, d'accord? On va le faire ensemble. Et qu'on divise par 100 000 et que l'on multiplie par 12, ça fait 7 920. D'accord? 7 920 cas de grippe qui ont disparu par jour. Comme ça, enchanté. Est-ce qu'on va les retrouver chez le Covid? Ah bah oui, hein, regardez quand vous prenez les daily deaths, c'est-à-dire les morts journaliers, vous allez voir que, paf, il y a un pic exactement, vous voyez, là c'est très plat, et puis il va y avoir un pic juste en dessous du mars 2019, juste à côté, 18, il va y avoir un pic à partir du moment où on a arrêté de compter le nombre de morts par grippe. Donc, au lieu de les affecter à mort par grippe, on les affecte par mort Covid. Ce qui explique aussi la différence énorme qu'il y a entre l'Allemagne et l'Italie par le nombre de morts. Alors des journalistes idiots que j'ai entendus disent « Ah oui, mais il y a un virus moins virulent en Allemagne. » Ah mais attends, alors là franchement, il faut arrêter d'inviter des imbéciles pareils, c'est juste hallucinant. Comment on peut avoir des propos aussi stupides? Je ne comprends pas.
Chers amis, nous arrivons au terme de cette vidéo, mais nous allons bien entendu nous retrouver assez vite pour la suite, puisque nous allons parler de la vaccination, nous allons parler économie. Donc je voulais terminer sur l'essayiste américano-canadienne Naomi Klein qui a parlé de la stratégie du choc et toutes les mesures gouvernementales, même les plus folles, qui passeront et qui sont déjà passées comme dans du beurre, donc chez les masses. Donc c'est très intéressant de noter qu'elle est née sous le signe du taureau, 8 mai 1970. Donc vous avez bien compris, donc pour conclure, que tout ça, tout est orchestré pour terroriser, contrôler les populations qui, sous l'effet de sidération et qui sont complètement abasourdies par la peur, par le désarroi, qui voient leur champ finalement de l'esprit et le quotient intellectuel se réduire. On voit se réveiller, on l'a déjà vu précédemment, donc le syndrome finalement de l'enfant qui cherche l'adulte pour le sauver. Donc nous, on est là justement pour essayer de faire la lumière sur tout ça et de se comporter comme des adultes responsables et pour essayer d'être le plus objectif possible et de rester dans cette réalité objective et ne pas sombrer comme la majeure partie de la population vers cette réalité alternative. Voilà, chers amis, je vous retrouve très vite pour la suite. On jettera un petit peu plus longuement un coup d'œil sur la carte du ciel pour voir également l'évolution, puisque là, il y a pas mal de subtilités entre la cohabitation, bien sûr, de ce Covid-19, mais surtout donc, cette pandémie qui est en rapport avec la 5G.